Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'OIT, un podcast de l'Organisation internationale du travail, dans lequel nous parlons des problèmes et des enjeux du monde du travail et des profondes transformations qu'il est en train de vivre. Mon nom est Fleur Rondelet. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état actuel du marché du travail. L'OIT vient de publier son rapport annuel sur l'emploi et les questions sociales dans le monde. Et les perspectives ne sont pas bonnes. Le marché du travail va mettre du temps à se remettre des effets de la pandémie. Le rapport indique que la croissance mondiale de l'emploi ne sera que de 1% en 2023, soit moins de la moitié de ce qu'elle était en 2022. Il faut ajouter à cela la situation économique actuelle, causée par le conflit en Ukraine, la hausse des prix de l'énergie et l'inflation, une combinaison de facteurs qui risquent de contraindre de nombreux travailleurs à accepter des emplois de moindre qualité. Il s'agit alors d'emplois mal rémunérés, précaires et dépourvus de protection sociale. Nous constatons donc que les inégalités créées lors de la crise du Covid-19 vont s'accentuer. Nous allons parler de tout cela avec Eckhard Ernst, chef de l'unité de la politique macroéconomique et de l'emploi du département de la recherche de l'OIT. Merci Eckhard d'être avec nous. Alors le rapport est assez pessimiste. Il affirme que les pertes subies pendant la crise du Covid-19 ne seront pas compensées avant 2025. Le marché du travail parviendra-t-il à se remettre de la pandémie ? Oui, alors effectivement, on a un peu un message à mi-temps. Peut-être commençons par la bonne nouvelle qui est que le chômage s'est effectivement stabilisé en 2022. On a vu une reprise de l'emploi depuis les plus profonds pertes d'emploi en 2020, mais effectivement aussi la contrepartie, c'est que le chômage continue pas à s'améliorer, donc on ne retrouvera pas le niveau avant la crise du taux de chômage mondial avant 2024 ou 2025. Et je pense qu'il faudrait bien voir qu'il y a deux éléments importants là-dedans. C'est que d'un côté, il y a effectivement un ralentissement de la création d'emplois. Ça c'est très net, très notable, et c'est quelque chose qui va malheureusement se poursuivre cette année. Mais il y a aussi une baisse de la participation du travail, c'est-à-dire que les personnes de la population active qui sont effectivement présents sur le marché de travail et qui, pour une raison ou une autre, ont décidé de se retirer. Et ça, on continue à analyser ça. On parle d'un écart d'emploi dans le rapport. Cet écart d'emploi commence à se creuser. C'est-à-dire qu'on a un chômage important aux alentours de 200 millions d'emplois, mais à cela se rajoute des personnes inactives qui sont retirées du marché de travail parce que soit ils ont des obligations de prendre soin des membres de la famille, soit parce qu'eux-mêmes ils sont malades et qui sont retirés. Donc, et ce chiffre-là a augmenté encore plus, il continue à augmenter malheureusement. Et donc, du coup, cet écart d'emploi important fait que, en gros, la participation au travail se rétrécit et continue à diminuer dans les prochains mois. Le rapport parle beaucoup de la qualité de l'emploi, c'est-à-dire que derrière les chiffres, il y a une variable plus difficile à mesurer, et c'est que l'emploi créé n'est pas un emploi avec toutes les garanties, mais que les travailleurs doivent accepter pour continuer à payer les factures. Pourquoi ce phénomène se produit-il ? Alors tu avais déjà évoqué dans l'ouverture que on a évidemment un certain nombre de chocs que l'économie globale a subi, et un des chocs importants c'est évidemment l'augmentation importante des prix d'énergie et des matières premières. Et donc ce fameux phénomène de l'accélération vraiment rapide de l'inflation qui fait que même les emplois qui ont été caractérisés comme emplois stables et de bonne qualité, maintenant subissent des pertes de revenus assez importantes. Mais
au-delà de ça, il y a effectivement un phénomène que nous avons déjà décrit dans le rapport précédent, qui est que la première catégorie d'emploi qui reprend après une reprise économique, c'est des emplois précaires, tout simplement parce que les employeurs préfèrent attendre un peu avant de créer des emplois stables. Hein. C'est-à-dire si on a besoin de remplir rapidement un besoin d'augmenter sa production ou notamment dans les services, on prend d'abord des employeurs qui sont prêts à accepter des emplois précaires avant de vraiment créer des emplois stables. Et malheureusement, ce phénomène, avec toute cette incertitude que nous subissons actuellement, continue à se creuser et fait que la précarité de l'emploi est en train de s'accentuer et continue malheureusement s'accentuer avant qu'il y ait une certaine stabilité de la situation économique qui se produise. Il semble que les inégalités créées par la pandémie s'enracinent, notamment aussi pour les plus défavorisés. Et je pense que les femmes et les jeunes en font les frais. Il leur est difficile, voire plus difficile de retrouver un emploi, et le cas des jeunes est particulièrement préoccupant. Leur taux de chômage est 3 fois plus élevé que celui des adultes. Comment expliqueriez-vous cette situation? Alors effectivement, on a déjà parlé un peu de la situation des femmes et je pense que de manière plus générale, toute personne qui a des responsabilités de prendre soin des membres de la famille et c'est malheureusement souvent des femmes qui sont concernées et dans une situation actuellement où ces personnes-là doivent principalement s'occuper justement des personnes malades ou même des enfants qui ne se retournent plus à l'école temporairement. Donc effectivement, il y a toute une catégorie de personnes et notamment des femmes qui sont pris par d'autres obligations qui les empêchent à retourner sur le marché du travail, avec évidemment des conséquences par la suite que une fois que la crise comme est résolue, ces femmes-là vont avoir des difficultés de retrouver un emploi plus stable rapidement. Donc, notamment par rapport à la question de la précarité, c'est un élément à prendre en considération par la suite et peut-être aussi en regardant les politiques publiques doivent principalement se focaliser sur un retour à l'emploi rapidement des femmes notamment. Puis on a les jeunes, malheureusement aussi, qui sont très précarisés. Dans les pays avancés, heureusement, on a des systèmes éducatifs relativement flexibles qui leur a permis de retourner par exemple à l'université ou à rajouter des formations, mais dans beaucoup d'autres pays cette possibilité n'existait pas et donc du coup on observe que les jeunes sont découragés ou alors ils savent que de toutes les manières il n'y a pas d'emploi, donc ils attendent que la situation se retourne et donc préfèrent rester en dehors du marché du travail. On a observé ce phénomène déjà lors de la crise financière en 2008-2009 et malheureusement on sait aujourd'hui que ce genre de phénomène a des répercussions à long terme, hein. C'est-à-dire que on voit que une jeune personne qui par exemple se retire du marché du travail pendant 6 mois pendant les premières années de son attachement au marché du travail va subir des conséquences en termes de stabilité d'emploi et en termes de salaire dans les 10 ou 15 ans après. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, on reste 6 mois à la maison parce qu'il n'y a pas d'emploi. Dans les 10 ou 15 ans après, il y aura encore des conséquences négatives pour cette personne, cette jeune personne, de retrouver un emploi stable ou bien rémunéré. Donc ça, ces deux phénomènes, effectivement, sont très importants. Je rajouterai un troisième élément, je pense que c'est important de prendre ça en considération parce que c'est quelque chose qui est très spécifique pour certains pays, mais quand même important à regarder, c'est que on a observé, notamment dans des pays où les systèmes de retraite étaient bien établis et basés sur la valorisation boursière, on a observé qu'il y a beaucoup de personnes âgées ou des employés
salariés un peu plus âgés qui ont décidé de se retirer du marché du travail avant l'âge officiel de retraite, parce qu'ils ont bénéficié, comme je disais, c'est des retraites valorisées en bourse relativement importantes. Il se trouve maintenant qu'avec le retournement de la situation l'année dernière, que ces personnes-là sont obligées de retourner sur le marché du travail parce parce que leur retraite ne leur suffit pas. Et donc, du coup, ils sont doublement pénalisés. A, la retraite ne leur permet pas. Et puis B, ils ont de toutes les manières des difficultés plus importantes de retrouver un emploi adéquat correspondant à leur emploi précédent. Donc, du coup, on a cette troisième catégorie qui est certainement beaucoup plus faible, mais qui est quand même important à prendre en considération, notamment par les pouvoirs publics. Et quel est l'impact des tensions géopolitiques et le conflit en Ukraine sur le marché du travail? Je m'imagine que ça a un impact différent selon la région dont on parle. Oui, alors effectivement, on a vu dès le départ du début du conflit une augmentation des prix de l'énergie et des matières premières. C'est un phénomène relativement récurrent qui se produit à chaque fois quand on a un conflit quelque part, même de taille plus modeste, on va dire, que c'est l'énergie, notamment le prix du pétrole notamment augmente rapidement. Et effectivement, cette fois-ci, il se rajoute qu'il n'y a pas seulement l'augmentation de prix, mais même une coupure dans la production de l'énergie fournie dans certains pays avancés. Donc, mais c'est un phénomène relativement localisé qui a malheureusement des répercussions notamment sur la stabilisation de l'offre alimentaire, notamment pour les pays les plus démunis en Afrique ou en Asie. Donc, et malheureusement, il y avait un phénomène supplémentaire au-delà de l'énergie qui a une vraie pénurie du blé et autres matières premières qui a affecté ces pays-là, et dont la population dépend énormément justement d'une stabilisation de fourniture en blé notamment. Et donc on a observé ça. Ça s'est rajouté à une augmentation plus générale de l'augmentation des matières premières depuis le début de la pandémie, parce qu'il y avait des ruptures des chaînes d'approvisionnement qui sont toujours pas complètement résolues, notamment parce que il faut le dire aussi, c'est que la pandémie n'est pas terminée partout. Il y a certains pays qui ont subi encore des restrictions très importantes, notamment en Chine jusqu'à très récemment, comme on le sait, et que ça prend du temps avant que la machine se met de nouveau en route. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème à long terme, c'est qu'il y a un vrai risque de déglobalisation qu'on a déjà observé avec la pandémie, mais qui continue à s'accélérer dans les années à venir. On observe par exemple que même depuis la crise financière, il y a une stabilisation du commerce international et de la finance internationale à un niveau élevé, mais on n'a pas vu une meilleure intégration, notamment des pays les plus démunis sur le marché international. Et donc pour ces pays-là, notamment en Afrique, il y avait moins de possibilités de bénéficier un peu de la division globale sur le marché du travail. Et donc ce risque de déglobalisation maintenant s'est accentué avec la crise. Et qui fait que aujourd'hui on parle même de la possibilité d'une rupture complète entre certains blocs internationaux. Et je pense que c'est vraiment à prendre très au sérieux, puisque notamment des pays émergents ont bénéficié énormément ces derniers 20-30 ans d'une intégration plus complète sur le marché du travail. Ils ont un meilleur emploi, meilleure possibilité de bénéficier de vendre leurs biens et services. Et je pense que si aujourd'hui on a cette rupture qui pour l'instant a un risque, après ça c'est pas encore complètement manifesté, mais si ce risque se manifeste, effectivement, tout un éventail de pays qui risquent de ne plus pouvoir bénéficier justement cette dynamique de l'économie mondiale, avec des conséquences évidentes pour la qualité et la création d'emplois dans ces pays. Alors le fléchissement de la croissance de la productivité vous préoccupe également, je suppose?
Absolument. Je pense que c'était un des chapitres clés de ce rapport-là, c'est justement de mettre le focus un peu plus sur des questions de productivité et de comprendre un petit peu les, les causes et les facteurs sous-jacents qu'on a pu observer ces dernières années. Hein. Alors, la décélération de la productivité, c'est vraiment pas un phénomène nouveau dans les pays avancés. On parle de ça depuis au moins les années 80. Il y a toujours des va-et-vient. On a dans les années 90, on a observé un phénomène de réaccélération de la productivité, notamment aux États-Unis, à cause à cause de l'augmentation de l'économie digitale. Mais depuis, ce ralentissement s'est poursuivi dans les pays avancés, quoi. Mais ce qu'on observe depuis 15 ans maintenant, et ça s'est accéléré avec la crise du Covid, c'est justement que cette décélération de la productivité n'est plus limitée aux pays avancés, mais s'observe aussi dans les pays émergents. Et donc, évidemment, c'est un grand problème. Comme je disais tout à l'heure, par rapport à la déglobalisation, on a le même problème avec la productivité. La productivité, c'est vraiment une productivité généralisée, on va dire. C'est vraiment un facteur clé pour permettre aux travailleurs d'obtenir des meilleurs emplois bien rémunérés, emplois stables et emplois décents, notamment. Et je pense que c'est vraiment, on doit vraiment mettre l'accent sur cette question-là. La productivité, c'est une condition sine qua non pour que les employés puissent bénéficier des meilleures conditions de travail, quoi. Et donc, si on observe maintenant une décélération de la productivité dans les pays émergents, on a en gros le problème que de plus en plus de personnes vont avoir du mal à trouver des meilleurs emplois, des meilleures conditions d'emploi. Hein. Et donc et nous, on a beaucoup mis l'accent, analysé un peu ce phénomène dans le rapport. On a aussi mis évidemment le point sur un phénomène clé qui est que dans les pays les moins avancés, la productivité reste faible, aussi la croissance de la productivité reste faible, malheureusement. Donc, on a ce phénomène structurel, mais on a un phénomène, comme je disais, conjoncturel, voire qui devient structurel dans les pays émergents, notamment en Asie, qui était pour l'instant l'engin, le moteur de l'économie mondiale, de cette décélération. Et la question maintenant, évidemment, c'est quels sont les facteurs. Donc, on a beaucoup mis l'accent sur des questions de la structure de l'économie qui change en faveur d'une meilleure digitalisation de l'économie, qui pour l'instant, cette digitalisation n'a pas vraiment donné, comment dire, vu les retombées positives qu'on s'est attendu. Hein. Évidemment, on utilise tous des outils sophistiqués et c'est vraiment fascinant aussi de voir dans n'importe quel pays dans le monde où vous travaillez, où vous voyagez, vous voyez les personnes avec des téléphones mobiles, même des smartphones. Et donc, ce phénomène de digitalisation, c'est vraiment répandu partout. Et pourtant, on voit pas pour l'instant tous ces bénéfices que on nous promet, quoi. Hein. Et donc, la question justement qui est traitée dans le chapitre, c'est pourquoi. Et un des éléments qu'on discute, c'est justement qu'il y a une faible orientation de cette évolution technologique vers des solutions bénéfiques pour la société, quoi. Hein, on a des solutions qui sont très bénéfiques pour certaines entreprises mondiales non, pas besoin de nommer ici, mais qui sont vraiment très profitables à cause de cette évolution technologique qu'ils proposent, mais qui en fait offrent pas grand-chose en termes de meilleure productivité, meilleure façon de collaborer, etc. Donc, on a maintenant la possibilité avec la crise Covid et avec le fait que beaucoup de personnes travaillent à partir de la maison, de justement voir ces nouvelles technologies utilisées dans ce domaine-là. Donc ça, c'est une possibilité, mais notre point dans le chapitre, c'est de dire que pour l'instant, ce qui nous manque, c'est un peu un rôle plus actif de l'État d'orienter
ces nouvelles technologies vers des utilisations où ils sont vraiment bénéfiques pour la société, notamment, comme je disais tout à l'heure, dans le télétravail, mais aussi dans la question de la mobilité, mais mieux organiser la mobilité qui est très défaillante dans beaucoup de pays, notamment des pays émergents. Donc ça, il y a vraiment un rôle de l'État à jouer. Pas de développer lui-même la technologie, mais de donner des incitations, de donner le cadre pour que les compagnies digitales, les entreprises digitales vraiment développent des technologies dans ces applications-là, quoi. Et on a vu, et je termine là-dessus, on a vu justement que dans la crise du Covid, le rôle de l'État était vraiment important. C'est-à-dire la technologie des vaccins était là, mais l'État a permis justement d'accélérer les déploiements des vaccins et de la production. Et je pense que la même logique doit aussi s'appliquer dans le développement de la technologie digitale au bénéfice de tout le monde. Beaucoup d'enjeux. On a encore du chemin à faire. Merci beaucoup à Eckhard pour cet aperçu, pour partager vos points de vue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état du marché du travail avec Eckhard Ernst, chef de l'unité de la politique macroéconomique et de l'emploi au département de la recherche de l'OIT. Nous sommes arrivés à la fin de notre podcast. Dans les semaines à venir, nous continuerons à parler des changements dans le monde du travail. Pour l'instant, au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode des Voix de l'OIT.